Bonjour à tous, merci au REIT de me permettre de vous présenter mon travail de tous les jours. Donc, je suis kinésithérapeute depuis 4 ans, j'ai travaillé 1 an à l'hôpital et maintenant 3 ans en libéral où je fais que de la rééducation neurologique. Donc, on va voir un peu les grands symptômes. Est-ce que ça passe? Ah, j'ai un petit souci de diaporama. Ok, c'est bon. Donc, pourquoi la kiné a toute sa place? Ben, déjà, donc, il y a un vieillissement de la population. Euh, il y a une augmentation de l'espérance de vie. Les facteurs de risque des maladies neurologiques sont constantes dans le temps. Et bien sûr, on a une augmentation des techniques diagnostiques qui vont augmenter la prévalence et l'incidence des pathologies neurodégénératives et neurovasculaires, et aussi diminuer la mortalité. Donc, va augmenter le nombre de personnes à soigner en rééducation. Et vous voyez, donc, avec le temps, on a une augmentation du nombre de prises en charge d'affections de longue durée, des maladies neurologiques. Vous voyez ici la première courbe la plus haute, celle qui monte le plus vite, bien sûr, c'est l'AVC. Je vais vous présenter surtout 3 pathologies, les conséquences de l'AVC, les syndromes parkinsoniens et la sclérose en plaques. On va juste faire un petit point sur les pathologies et après on va voir le rôle du kiné. Donc je vous rappelle, euh, le cerveau a des territoires vasculaires. Lorsqu'on a un AVC, on va avoir une ischémie ou une hémorragie. Donc, le territoire ne sera plus vascularisé. On aura une nécrose des cellules qui seront centrales et une mise en sommeil dans ce qu'on appelle la zone de pénombre, donc les zones qu'il y a autour. Euh, Plus on attend, plus la nécrose va augmenter, d'où l'importance d'intervenir rapidement en termes de soins médicaux par une thrombolyse, une thrombectomie pour récupérer le territoire vasculaire et prévenir l'apparition de séquelles importantes. Donc vous voyez qu'avec ces techniques-là, la mortalité due à un AVC diminue. Donc la mortalité diminue, forcément aussi le nombre de personnes atteintes de handicap post-AVC augmente. Le rôle de la kiné là-dedans, là je vous ai pris cet exemple, donc on a la partie qui est entourée en rouge, qui est la zone nécrosée. Le kiné, lui, va stimuler les zones à côté. On ne va pas recréer du tissu, on va juste stimuler la plasticité cérébrale, recréer de nouveaux réseaux neuronaux. Et donc, les zones qui sont à côté vont pallier et vont remplir les fonctions de la zone nécrosée. Donc, soit en intra-hémisphère, soit en inter-hémisphère. Ça, c'est le rôle du kiné. Au cours du temps, là, je vous ai représenté donc l'évolution du handicap après un AVC. On a l'AVC qui arrive. Donc, le handicap monte d'un coup. On va faire un diagnostic. À partir de là, le patient donc, a été hospitalisé. Il a eu le diagnostic en unité de soins neurovasculaires. Il va être traité par thrombolyse ou thrombectomie. Donc, le handicap va commencer à diminuer. Et la rééducation va pouvoir commencer. Soit il va aller en SSR, soit il va aller directement en ville, et s'il passe par la case SSR, il aura de la rééducation. Donc, dans la phase aiguë, subaiguë et bien sûr chronique, il aura de la rééducation pendant assez longtemps. Sur la maladie de Parkinson, là, c'est l'inverse, une maladie neurodégénérative. Donc, la prévalence va augmenter avec le temps. Plus les sujets vont vieillir, plus l'incidence va augmenter. La moyenne d'âge de diagnostic, je vous rappelle, c'est 60 ans. Et vous voyez qu'à partir de 60 ans,
l'incidence augmente. À quoi est due la maladie de Parkinson? C'est un stress oxydatif, des mécanismes inflammatoires qui vont dégrader les cellules dopaminergiques. Et à cause de ce mécanisme, on va avoir donc une sémiologie typique, la fameuse triade, et maintenant on parle même de tétrade, la kinésie, la rigidité, le tremblement et les troubles posturaux. Le rôle de la kiné, ça va être de prévenir les complications de ces symptômes et aussi de maintenir les capacités du patient. Et actuellement, on commence aussi à montrer un effet positif de l'activité physique sur la perfusion du cerveau. Et en améliorant la perfusion du cerveau, ça diminuerait la dégradation neuronale et donc préviendrait l'apparition de ces symptômes, ou en tout cas l'aggravation de ces symptômes. Ça a été prouvé sur le modèle animal. On n'a pas encore prouvé ceci sur le modèle humain, mais c'est les travaux qui sont en cours actuellement. Là, sur le parcours de soins du patient, donc vous allez voir, c'est pas sur les mêmes échelles, on est vraiment sur des années, des années. Au début, le patient va avoir des symptômes qui vont apparaître, un handicap, ça va le gêner. Donc, il va aller consulter le médecin généraliste, le neurologue, et le diagnostic va être posé. Il va avoir un traitement médicamenteux, et là, le handicap va commencer à diminuer jusqu'à arriver à une zone de plateau, et il aura donc de la rééducation très très tôt, vraiment, même en phase 1 de miel, là, cette zone de plateau, il faut de la rééducation justement pour essayer d'allonger cette phase 1 de miel et à retarder l'apparition des symptômes plus handicapants. Donc, rééducation en ville de façon précoce et presque tout le long de la vie du patient atteint de la maladie de Parkinson. De temps en temps, il aura aussi des séjours en SSR, des séjours de répit, des séjours de repos, pour que la famille aussi, les aidants, puissent se reposer quand le patient sera trop déficitaire. Et bien sûr, de temps en temps aussi des séjours à l'hôpital pour tout ce qui va être complications. Par exemple, le patient va chuter, il aura une fracture du col du fémur, il sera hospitalisé. Enfin, la sclérose en plaques, donc je vous rappelle la physiologie du mouvement. Ici, donc, on va avoir dans cet exemple, 3 neurones qui vont activer le motoneurone bleu. Donc, les 3 neurones vont envoyer un potentiel d'action qui va permettre de stimuler le motoneurone, activer un seuil, dépasser un seuil d'activation. Le motoneurone va envoyer donc un potentiel d'action et activer le muscle. Le mouvement va pouvoir être fait. Dans la sclérose en plaques, on va avoir des neurones qui seront plus myélinisés. Le potentiel d'action va pouvoir passer, donc on va vouloir activer ce muscle. Les cellules myélinisées vont envoyer leur potentiel d'action, mais le motoneurone ne verra pas son seuil d'activation dépassé, donc le mouvement ne s'activera pas. Le potentiel d'action des neurones en amont va s'effacer, et après, on aura le neurone myélinisé, son potentiel d'action va arriver un peu tard, donc le seuil d'activation du motoneurone ne se fera pas, et donc on aura l'absence de contraction. Ici, le rôle du kiné, sur vraiment la physiopathologie, on commence à montrer que l'activité physique permet de stimuler la refabrication de myéline. On est là toujours sur des modèles animaux, mais c'est aussi intéressant de voir que l'activité physique permettrait en tout cas de mieux récupérer au niveau physiologique. Le parcours de soins, donc je vous rappelle, il y a deux principaux types de sclérose en plaques, récurrente rémitante par poussée, là, celle que je vais vous montrer, ou sinon la primaire progressive, qui sera une dégradation progressive des capacités. Ici, donc, le patient va avoir une poussée, il aura donc un séjour, un premier séjour, on aura un diagnostic,
Et à chaque fois qu'il y aura une poussée, bien sûr, il aura des séjours d'hospitalisation où il aura des traitements médicamenteux anti-inflammatoires ou immunorégulation. Le kiné va pouvoir agir à l'hôpital et aussi, bien sûr, en SSR pour essayer de récupérer les capacités du patient et aussi, bien sûr, parfois en ville pour récupérer, donc à l'issue d'une poussée et aussi pour maintenir les capacités qu'on a récupérées après la poussée. Donc là, je vous ai présenté, vous voyez, un peu l'évolution de ces trois types de pathologies. Vous voyez que l'AVC, on va surtout agir au début et après, on va être en phase chronique. Et pour la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, on va essayer de prévenir au maximum et à la fin, on va essayer de pallier les déficits. Donc là, je vous ai mis les objectifs que je viens de vous citer. On va d'abord, après un AVC, améliorer les capacités, maintenir et après prévenir les complications qui vont apparaître. Pour la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, ça va être l'inverse. Surtout pour la maladie de Parkinson, excusez-moi, on va prévenir un maximum la dégradation du patient. Et après, on va essayer d'améliorer certains points, certains objectifs qui vont gêner le patient dans la vie quotidienne. Et la sclérose en plaques, oui, c'est sur le court terme, lorsqu'on aura une poussée, on va essayer d'améliorer, de maintenir, et sur le long terme, on va essayer de prévenir les complications qui vont apparaître. Alors, en kiné neurologique, vraiment, ce qui va nous importer, c'est la vie quotidienne. C'est vraiment ça l'objectif principal, d'autant plus en ville où le patient va être au maximum confronté à la réalité, s'habiller, se déplacer, faire ses courses. Donc vraiment, l'objectif, c'est la vie quotidienne. Je vous cite donc les 4 grands principes neurologiques. Ça va être les tâches orientées. Il faut absolument que le patient puisse acquérir des tâches qu'il va pouvoir appliquer dans la vie quotidienne. Donc, lorsqu'on va faire des exercices avec le patient, on va faire des tâches orientées, des exercices qu'il va pouvoir appliquer dans la vie quotidienne avec des difficultés forcément adaptées. Difficultés qui va être optimale lors de la rééducation, lors des séances en ville. Il ne faut pas que ce soit trop facile parce que autant ne rien faire, autant rester à la maison. Le patient n'aura pas de gain et il ne faut pas non plus que ce soit trop difficile pour ne pas le mettre en échec. La bonne difficulté, c'est la difficulté où le patient va être fatigué. Il faut vraiment que le patient soit fatigué et transpire en fin de séance. On va aussi répéter d'une autre manière pour essayer d'apprendre ou même réapprendre des schémas moteurs. Il faut vraiment que le patient puisse reprendre certains schémas pour pouvoir les réutiliser dans la vie quotidienne. Et bien sûr, la continuité des soins. Le patient, surtout en phase aiguë, il faut qu'il continue à suivre le kiné. Donc, vous avez vu tout à l'heure, ce sont des maladies longues. Le kiné va agir vraiment tout le long de la vie. On va avoir certaines limites si on va le voir vraiment tout le temps. En termes de santé publique, ça va coûter très cher à la sécurité sociale si le patient voit tous les jours le kiné jusqu'à la fin de sa vie. Ça va aussi impacter la motivation du patient, la motivation du kiné, et aussi le kiné il va perdre une certaine objectivité dans son soin, il aura peut-être une absence de recul. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les cures et intercures. Il verra donc le kiné en ville, il le verra pendant une certaine période, par exemple 6 semaines, 2, 3 mois. Au début de chaque session, on va faire forcément un bilan pour définir des objectifs qu'on va essayer de remplir lors de ces cures. Et à la fin des cures, on va rebilanter, voir si on a rempli ces objectifs et voir qu'est-ce qu'on pourrait travailler pendant les intercures. Pendant les intercures,
le patient ne verra pas le kiné, il fera des exercices à la maison, donc de l'auto-rééducation. Le principe de continuité, on va le maintenir, sauf que là, la responsabilité sera au patient. Le patient devra faire donc son programme d'auto-rééducation. Pareil, il aura 1 mois, 2 mois d'intercure, et après il reverra le kiné avec un nouveau bilan initial pour voir comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu des difficultés, des exercices qui ont été réussis, d'autres qui n'ont pas été réussis, des motivations qui seront peut-être impactées. Donc vraiment, on va faire des moments où il verra le kiné, où on va essayer d'optimiser, d'améliorer au maximum, et les phases d'intercure, on va essayer de maintenir les capacités du patient tout le long de ces périodes. Aussi, quand nous on travaille en cure, nous, lors d'une séance, voilà, le patient va être avec le kiné pendant une demi-heure. Donc on fera des exercices vraiment avec une très bonne difficulté. On va essayer de le faire sortir de sa zone de confort. Et après, il va rester encore au cabinet une demi-heure avec de l'auto-éducation. Donc il va commencer en fait à apprendre ces exercices qu'il va pouvoir appliquer après à la maison lors des intercures. Après, les moyens thérapeutiques, vous les connaissez, hein. On va voir le renforcement, les étirements, le yoga. Voilà, on va essayer d'être global le plus possible. Pour certains objectifs, bien sûr, on pourra être spécifique. On va aussi beaucoup travailler la double tâche, très intéressant, parce que lors de la vie quotidienne, on va par exemple marcher, et vous allez voir que les patients âgés, les patients qui vont avoir certains handicaps, lorsqu'ils vont marcher et qu'on va pouvoir parler avec eux, ils vont s'arrêter. Ils vont pas pouvoir réaliser une double tâche. Et lorsqu'ils peuvent pas réaliser de double tâche, ben, ils vont peut-être pas anticiper certains besoins, certains obstacles lors de leur marche de leur vie quotidienne. Donc, il va falloir en fait essayer de perturber tous les canaux pour augmenter la difficulté de la tâche et pour qu'à la maison soit plus facile et qu'ils puissent finalement réaliser certaines doubles tâches en sécurité. Bien sûr, ce sont des personnes qui vont possiblement avoir des troubles de l'équilibre, donc risquer de chuter. On va leur apprendre à se relever du sol, au cas où il y a une chute, qu'ils puissent se relever, et aussi pour diminuer leur appréhension de la chute et améliorer leur confiance en eux lors des exercices d'équilibre et aussi lors de la vie quotidienne. Pour certains patients qui n'auront pas assez de force, de tonus, on va utiliser bien sûr après de l'appareillage, donc des tables de verticalisation, chose qui sera tout à fait possible en cabinet. On va aussi pouvoir réaliser du sport, du volley par exemple, et après du matériel de musculation, tapis de marche, stand-up, on va stabiliser le patient debout. Il va aussi pouvoir travailler donc les membres supérieurs au même moment. Et donc, on va aussi l'aider à se verticaliser. Le vélo elliptique aussi, donc d'autres moyens possibles dans la période d'autonomie, donc dans la deuxième demi-heure. On va pouvoir faire aussi des séances de groupe, donc des séances de fitness entre guillemets, de la course à pied. Par exemple, dans le cabinet où j'étais avant, on allait courir au stade avec les patients. Aussi, on a fait des ateliers cuisine. Voilà, donc, vous voyez, à chaque fois, c'est l'objectif principal, c'est la vie quotidienne, c'est du travail fonctionnel. Je vais vous présenter un peu certaines photos de cabinet. Ici, vous voyez qu'on a un atelier membre supérieur, le matériel dont je vous ai parlé pour la partie rééducation en autonomie au cabinet, surtout très important le Motomed pour les patients en fauteuil roulant, le tapis de marche, système d'allègement du poids du corps, bon là c'était une folie, mais très très pratique, la table de verticalisation, le stand-up, très très pratique, plan bobat pour faire les retournements, un punching ball, donc tout à fait intéressant, des barres parallèles, et surtout vraiment ce qui compte le plus dans un cabinet spécialisé en neurologie, c'est la place. Il faut énormément de place parce qu'il faut bouger avec les patients, il faut de la place pour réaliser un maximum de choses, du sport, des exercices de marche, etc. etc. Et aussi, vous voyez, la fameuse ligne de 10 mètres pour les tests.
pour les bilans, très très important les bilans. Là, je vous présente aussi un autre cabinet. Ici, donc, vous voyez des tapis pour pouvoir faire les relevés du sol, les NEM. Et vous voyez qu'on peut aussi faire du CrossFit. Ici, vous avez des cordes de CrossFit. Donc, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut ne pas faire du sport. Là, c'était avant le confinement, donc avant le coronavirus. Vous voyez qu'on faisait des exercices, des séances de groupe. Ça permet de créer une émulation, une dynamique qui va permettre de motiver les patients qui seront moins motivables, et aussi ça va leur permettre de pouvoir échanger des expériences, donc c'est très intéressant. Là, je vous avais dit qu'on faisait des courses au stade. Donc voici un exemple. Là, je n'aurai pas le temps de vous montrer ces vidéos. Et je vais finir là-dessus. Vous voyez que le kiné, il n'est pas tout seul. Le patient, il n'y a pas que le kiné, il y a aussi les aidants, il y a aussi les médecins, les soins infirmiers, les rééducateurs et les psychologues. Donc le kiné, il faut qu'il agisse aussi, qu'il prenne en compte tous ces facteurs et qu'il crée du lien avec tous ces soignants. C'est pour ça, vraiment, j'insiste sur l'importance du bilan. C'est ce qui permet d'objectiver l'évolution du patient, c'est ce qui permet de prendre du recul sur notre travail, et c'est aussi ce qui permet d'échanger avec les autres soignants. Donc vraiment, le kiné, il n'est pas tout seul, il y a toute une équipe pluridisciplinaire. En pratique, le kiné est facilement isolable, il faut vraiment qu'il crée du lien, c'est à lui d'être acteur. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle vraiment, la neuro, c'est cool. Merci beaucoup, Monsieur Dubois, pour votre intervention. Alors, nous avons quelques questions. La première, c'est quand vous dites que vous laissez le patient en autonomie pendant 30 minutes pour qu'il apprenne ses exercices, donc en auto-rééducation, est-ce que vous le laissez seul avec un œil à côté, ou est-ce que vous l'accompagnez vraiment en lui expliquant, par exemple, si pour adapter correctement l'exercice, s'il le fait correctement ou pas? Comment vous faites? Alors, en fait, on va d'abord faire des exercices. Non, ça dépend. Déjà, nous, on a la chance et on prend des stagiaires. Donc, pendant cette période d'autonomie, il va y avoir les stagiaires qui vont pouvoir être proches du patient. Lorsqu'on n'a pas ce petit bonus, comment fait-on? Ben, déjà, on va faire des exercices qu'on a déjà fait ensemble. Donc, ils vont connaître ces exercices, ils ne seront pas non plus perturbés. On va simplement diminuer la difficulté, parce qu'avec nous, on va pouvoir augmenter la difficulté, parce que s'ils ont un déséquilibre, on va pouvoir compenser et donc éviter la chute. Quand ils seront en autonomie, la difficulté sera un peu moindre, mais ils seront surveillés de toute façon par le kiné, parce que, comme vous avez vu, c'est surtout des plateaux techniques, c'est pas des box. Donc, ils vont pouvoir réaliser l'exercice en sécurité, bien sûr. Ça, on aura mis en place les éléments de sécurité. Mais il y aura toujours le kiné qui sera là. Et si on voit que le patient réalise mal son exercice, et bon, on va pouvoir intervenir pour le corriger. Ok, super, merci beaucoup. On a deux autres questions encore pour l'instant. Faut-il mettre en place des exercices à faire à domicile en collaboration avec l'entourage du patient? Ça dépend. Ça dépend déjà si le patient il a des troubles cognitifs, ça va dépendre du niveau de handicap. Vraiment, le mieux, par mon expérience, c'est que le patient le fasse lui-même. C'est vraiment à lui du superviser. Nous, on peut l'aider, par exemple, en imprimant, par exemple, un programme avec un calendrier, etc. L'aidant, il va avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses. Voilà, il aura aussi le facteur très subjectif qui va impacter, donc il va peut-être mettre un peu trop de pression sur le patient. Vraiment, au début, surtout dans les maladies de Parkinson, sclérose en plaques, le patient, il faut qu'il soit très autonome au début, donc il faut vraiment qu'il se manage lui-même. Si on voit qu'en termes de motivation, ben, je sais pas, il n'a pas réussi à faire tous les exercices à cause de la motivation, on va essayer de réadapter, diminuer la difficulté, peut-être diminuer les intercures.
Ou même, par exemple, moi, il y a un patient, vraiment, l'auto-éducation, c'est pas possible. Ben, lui, je lui fais des pauses de 2-3 semaines maximum et on reprend. Mais la famille, je pense, c'est plus sur l'AVC en phase aiguë, subaiguë, et après, dans la maladie de Parkinson et sclérose en plaques, vraiment en fin de. En fin de- Super, merci beaucoup. Alors, autre question, c'était par rapport au groupe de patients que vous prenez en charge quand Ouais. vous faites des groupes pour une séance. Mhm. En fait, comment vous créez ce groupe? Est-ce que vous le faites selon la pathologie, ce qui peut paraître des fois logique, ou Mhm. est-ce que vous essayez justement de varier? Et est-ce que vous faites par rapport au niveau fonctionnel ou plutôt par rapport à de la motivation? Si vous connaissez des patients, par exemple, qui peuvent motiver peut-être d'autres, comment vous faites pour constituer ces groupes de patients? Enfin, au début, justement, la première fois qu'on a créé les groupes, on avait fait, pendant ces groupes Parkinson, donc on avait mis que des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et à un moment donné, en fait, on voyait voilà, qu'on voulait rajouter d'autres patients qui n'avaient pas forcément la maladie de Parkinson, mais qui rencontraient, voilà, qui avaient à peu près le même niveau de capacité. Donc, on les a inclus dans ce groupe. Et finalement, je pense petit à petit, on a créé les groupes plus par capacité, par niveau de difficulté que par pathologie. Euh, dans ce type de groupe vraiment de sport, etc., c'est plutôt ouais, par difficulté, euh, par capacité plus que par pathologie. Après, c'est vrai qu'on a fait aussi des séances de parole, et là, c'était plutôt vraiment par pathologie, parce que là, ouais, c'est plutôt certaines spécificités, plutôt des échanges entre les patients et aussi avec les aidants. Donc là, c'était vraiment plutôt par pathologie. Mais c'est vrai que dans les séances de groupe, vraiment de physique, de sport, c'est plutôt par niveau de handicap et par capacité. Et pour la motivation, bah, en fait, comment inclure un patient? Donc, une fois qu'on a constitué le groupe, bah, au début, c'est deux, trois patients. Après, petit à petit, ça s'enrichit. Et après, à un moment donné, avec un patient, on va commencer à être un peu limité. On va vouloir peut-être aussi l'amener sur de l'autonomie. Donc, on va lui proposer de faire le groupe. Certains patients vont essayer, ça va leur plaire, d'autres, ça va pas leur plaire, donc ils vont arrêter. Voilà, c'est toujours libre voilà, c'est toujours libre pour les patients. Et même là, on a vu, après le confinement, il y a quand même pas mal de patients qui. On voyait, je sais pas, donc on faisait vraiment que de l'individuel après le confinement, et après ils nous demandaient quand est-ce que vont reprendre les séances de groupe, euh, parce que pour certains, c'était vraiment très très motivant. Ok, ben parfait. Et on avait une question aussi sur la fatigabilité des patients. Donc, vous expliquez que vous avez des séances d'une heure pour vraiment que ce soit des séances complètes. Mais est-ce que vous ne rencontrez pas justement des limites par rapport à cette fatigabilité qu'il peut y avoir, et notamment avec les patients Parkinson par rapport à leur phase avec le traitement qu'ils ont de dopage? Alors c'est vrai que sur la fatigabilité, finalement, ben, cette limite, on l'a plus sur la sclérose en plaques que sur la maladie de Parkinson. Euh, Vraiment, ça va dépendre. Bon. Quand on a des Parkinson stade 1-2, ça va. C'est vrai que c'est plutôt sur les phases 3 voire 4. Là, on sera plutôt dépendant des phases on-off. On peut faire en phase off. C'est vrai que là, quand on est en phase off, on ne fera vraiment pas de séance d'une heure. Sur les phases on, on peut faire des séances d'une heure. Mais là, vraiment, c'est du cas par cas. On adapte. Euh, je vous dis vraiment, le but même. Oui, on a les patients parkinsoniens de stade 1 et 2, on va les fatiguer. Il faut vraiment qu'ils transpirent. Il faut y aller au maximum. Il faut qu'on soit en aérobie. Plutôt, c'est vrai que sur les scléroses en plaques, quand ils sont vraiment assez évolués, ils vont être très dépendants de la fatigue. Donc là, ouais, on va faire une séance d'une demi-heure optimisée, et après, on fera peut-être des choses un peu plus passives, un peu plus calmes en autonomie. C'est vrai que là, on peut arriver sur du 45 minutes. Là, c'est vraiment du cas par cas. Si une heure, c'est trop, 45 minutes, c'est trop, on reste à la demi-heure légale. Ok, ben c'est parfait, Monsieur Dubois. On vous remercie vraiment pour votre intervention qui était enrichissante aussi bien sur les pathologies neuro que sur la prise en charge en cabinet libéral.